Bonsoir, monsieur le commissaire Zogo. Merci de nous recevoir ici dans le hall de l'hôtel Méridien de Paris. Alors, vous êtes un réfugié politique en France et ancien commissaire de police au Cameroun. Vous avez travaillé dans une unité d'intervention au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos fonctions dans la police? Oui, merci et bonsoir à toi, l'homme parfait, et merci de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer et m'expliquer devant le peuple camerounais. Voilà. Comme vous l'avez si bien mentionné, je suis le commissaire de police, Christophe Junior Zogo, réfugié politique en France depuis 2007. Je suis parti du Cameroun à la suite de ma révocation du port de la sécurité pour un motif tout aussi fallacieux qu'ubuesque. Je laisse le soin aux journalistes et à ceux qui peuvent investiguer d'aller fouiller et comprendront que je me retrouve là à la suite d'une révocation abusive et c'était un véritable règlement de compte pour le fils adoptif et spirituel de M. Biya. Est-ce que vous pouvez donner les noms de ceux qui vous en veulent dans la police camerounaise? Oui, je vous parlais tout à l'heure du fils héréditaire putatif de M. Biya, Edgar Alain Bongo, à l'époque délégué à la sûreté. Je vous parlerai de Jean-Marie Atanamabara, à l'époque également secrétaire général à la présidence de la République. Il est aujourd'hui incarcéré. Incarcéré à la prison sanctuaire de Pondengui. C'est lui même qui s'est présenté comme étant mon bourreau. Je vous parlerai notamment du commissaire divisionnaire Baran Victor Hugo, également révoqué à l'heure où je vous parle. Oui. Et pour terminer, des gens comme le commissaire divisionnaire Jean-Louis Messine, actuellement directeur de renseignements généraux. Voilà. D'accord. Parmi vos détracteurs, il y a beaucoup de gens quand même qui sont passés à la trappe là. Oui, tout à fait. Ce n'est pas une forme de revanche. On sent que vous buvez un peu du pétillère. Vous le dites si bien à l'imparfait sans être, comment dirais-je là, quelqu'un qui croit en l'existence de certaines forces occultes, mais je reste africain. Je crois que la loi de la nature s'est occupée elle-même de mes détracteurs et ce qu'il en reste comme détracteur, je m'en remets toujours à cette même loi de la nature. Et lorsque, en 2006, j'estimais que ceux qui s'acharnaient sur moi étaient eux-mêmes des gens dont la moralité était assez douteuse, les gens ne m'ont pas cru. Au jour d'aujourd'hui, les faits et les événements semblent me donner raison. Alors Christophe Junior Zogo, je voudrais qu'on en revienne à l'actualité actuellement. Il y a la prise d'otage de 7 Français qui a eu lieu dans le nord du Cameroun. Apparemment, vous avez été aussi affecté dans cette zone. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur cette affaire qui semble quand même un peu cohérente? Des Blancs qui, en Afrique, se permettent d'aller se promener dans la Cambrousse, là où nous, les Camerounais, on hésiterait à se jeter comme ça. Ça ne vous semble pas un peu curieux? Oui, permettez tout d'abord, parce que je ne suis pas cynique, j'ai été élevé dans la pure tradition chrétienne et dans la pure tradition bétique. Et chez nous, lorsque le malheur frappe un être humain, on ne saurait s'en réjouir. Permettez que j'exprime ici toute ma solidarité à cette famille, la famille Moulin, éprouvée. Et c'est d'autant plus que c'est un drame qui frappe les enfants, les gamins. Je ne serais pas cynique jusqu'à penser qu'il faille se réjouir du malheur qui frappe une famille. Mais c'est ici l'occasion de révéler à l'opinion nationale et internationale que le drame qui frappe aujourd'hui cette famille camerounaise est un drame qui a frappé, et je veux dire là, cette famille française, est un drame qui a eu à frapper de nombreuses familles camerounaises. Et ça, on ne le dit pas assez, que les Camerounais sont victimes des enlèvements dans cette région. Et ça, c'est depuis de nombreuses années. Absolument, Alain Parfait. Il y a une loi de l'Omerta qui règne autour de cette affaire, de cet otage français. Savez-vous que dans cette zone, il y a des grands flibustiers, des bandits de grands chemins connus sous l'appellation des Arguina. Les coupeurs de route, quoi. Voilà, les coupeurs de route, oui. des Arguina, qui ont établi leur QG dans cette zone, et c'est une zone de non-droit où règne la loi
du plus fort. C'est une véritable mafia qui dirige cette région. Mais qu'ils doivent bien bénéficier des complicités, peut-être au niveau des autorités qui ont une réputation de corruption. Vous ne savez pas si bien le dire, c'est ici l'occasion pour moi de dénoncer l'incurie qui règne au sein de nos forces de sécurité. Donc pour moi l'intention de jeter l'anathème sur ce corps respectable qu'est la police camerounaise à laquelle j'ai appartenu autant pour moi. Mais la conséquence et le principal responsable de cette situation, c'est M. Biya. Et moi, je l'accuse ici de mise en danger de la vie d'autrui. Et M. Biya, je profite ici pour lancer un appel solennel à ces familles françaises de se joindre aux patriotes camerounais installés en France pour voir dans quelle mesure nous pourrons engager la responsabilité du président camerounais, M. Paul Biya. Mais en quoi le président Paul Biya est responsable des actes délictueux des coupeurs de route ou la secte Boko Haram, puisque les Français semblent avoir désigné Boko Haram, malgré le fait que Boko Haram ne sont pas des traditionnels preneurs d'otages et surtout qu'ils agissent rarement en dehors des frontières du Nigeria. D'accord. Vous posez une question à deux volets. Je vais commencer par le premier volet de votre question qui est relatif à la responsabilité de M. Biya. M. Biya a reçu un mandat du peuple camerounais et il a la lourde responsabilité d'assumer ses devoirs ou tout au moins ses missions régaliennes. Et parmi les missions régaliennes dévolues à un chef d'État, il y a la sécurité des citoyens et la justice. Quelle serait la raison d'être d'un pouvoir dès lors qu'il ne peut plus assurer et garantir la sécurité de tout ce qui réside sur son territoire? M. Biya est responsable de n'avoir pas suffisamment pris des mesures nécessaires lui permettant de sécuriser cette zone. Et il porte en premier la responsabilité sur cette affaire. Vous voulez que la situation d'incurie qui règne dans cette zone, comme vous le décrivez si bien, qu'est-ce qui se passe dans cette zone? Les forces de sécurité sont gagnées par ce que j'appelle la part du gain, l'argent facile. Il est impossible d'être honnête et de travailler de manière honnête dans cette pays, tout simplement parce que des fortes sommes d'argent circulent dans cette zone et des bandits de grands chemins mettent tout en œuvre pour pouvoir gagner la confiance de ceux-là qui sont chargés de faire respecter la loi. Et je vais vous raconter une petite anecdote. À la police, les gens se bousculent au portillon des ressources humaines pour pouvoir être affectés dans cette zone qui est considérée comme un Eldorado. Allez donc savoir. Mais on dit pourtant que c'est une zone dangereuse. Oui, mais... Donc on se bousculerait pour être affecté dans la zone dangereuse. C'est quand même curieux, non? Oui, ça paraît curieux a priori, mais lorsqu'on y regarde de près, la part du gain, vous savez, nous vivons dans une société au Cameroun où il n'y a plus de repères. L'échelle des valeurs a été renversée et tout ce qui compte, c'est la richesse. Et tout le monde cherche à s'enrichir de manière ostentatoire. Je ne suis pas contre l'enrichissement. L'enrichissement, dès lors qu'il est licite, tout le monde y aspire. Mais l'enrichissement sans cause illicite. Pensez-vous que ceux qui vont dans cette zone, ils veulent bien risquer leur vie, mais dès lors que ça pourrait leur apporter un gain sordide, ils essayent d'évaluer ou de peser le pour et le contre, ce qu'ils gagnent pour eux est nettement supérieur à ce qu'ils pourraient perdre en termes de... Mais concrètement, qu'est-ce que vous pourriez suggérer pour que la sécurité revienne dans ces zones-là qui sont... dont la frontière est quand même très grande avec le Nigeria? Il y a plus de 1600 km de frontière. Quand on parle d'une frontière poreuse, je ne sais pas. Pour que la frontière ne soit pas poreuse, il faudrait peut-être un militaire tous les 500 mètres. Oui. Et 3 fois, avec les 3 fois 8, ça ferait de l'ordre de 9600 militaires quand même qu'il faudrait mobiliser pour surveiller la frontière de 1600 km. Vous essayez de caricaturer cette situation. Vous serez peut-être surpris lorsque je vous dirai que la solution à ce problème passe par le départ immédiat et inconditionnel de M. Biya du pouvoir. M. Biya qui, à notre avis, est un très mauvais exemple. M. Biya qui montre le mauvais exemple. Comment des policiers, des militaires, des gendarmes peuvent travailler dans des conditions sereines alors que celui qui est supposé diriger le pays, montrer le bon exemple, est lui-même un ripon.
Donc je vous dirais... Mais vous avez les preuves que ce que vous avancez quand vous dites que Paul Biya est un ripoux. Paul Biya est un ripoux, alors que tout ce qu'il entoure, tout ce qu'il a nommé, tous ceux qui sont ses proches collaborateurs, j'ai avec moi une liste, c'est pas moi qui l'ai publié, ont été impliqués dans des histoires de détournement massif, des deniers publics, y compris les membres de sa propre famille. Vous avez des noms Je suis commissaire de police, je vous citerai par exemple le neveu de M. Paul Biya Mvondo, ancien caissier de la SIC, qui a détourné des sommes énormes, mais qui n'a jamais été inquiété dans le cadre de l'enquête que nous avons initiée. Son nom a été miraculeusement extirpé. Je vous citerai le cas d'Evou Mekou, son neveu également directeur de la caisse autonome d'amortissement, dont tout le monde connaît les phrases. Actuellement, il y a des sommes énormes et colossales qui ont été détournées par son fils Franck-Emmanuel Biya. Le CCD et le Code, comme vous le savez, ont initié un certain nombre de procédures afin de contraindre ce voyou à répondre de ses actes et à restituer. Le voyou, pour l'instant, la justice ne l'a pas encore convaincu d'être voyou. Oui, mais vous attendez quelle justice? La justice camerounaise est aux ordres. C'est une justice caporalisée aux ordres de son papa. Donc vous ne croyez pas à la justice camerounaise? Vous pensez que M. Biya fera arrêter son fils? Je ne pense pas, puisqu'il se fasse arrêter lui-même. M. Biya n'a jamais satisfait aux exigences de l'article 66 de la Constitution qu'il a lui-même rédigée, lui imposant l'obligation de déclarer ses biens. Si M. Biya n'a rien à se reprocher, pourquoi hésite-t-il tant à se plier à l'exigence de cet article, puisqu'il se dit démocrate et légaliste? Mais vous êtes d'accord avec moi, M. Valère, que M. Biya ne s'est jamais plié aux exigences de l'article 66 de notre Constitution, qu'il a rédigé lui-même et promulgué, exigeant de lui la déclaration de ses biens. Que voulez-vous de plus comme preuve? Alors nous approchons de la fin de cet entretien. Alors qu'est-ce que vous pouvez émettre comme espoir pour le Cameroun de demain, pour un meilleur Cameroun de demain? Oui, l'espoir que je mets, c'est que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la biorythmique, le cycle de vie. Nous comptons tout au moins sur le cycle de vie pour que les souffrances des Camerounais soient abrégées et que M. Biya s'en aille. Nous ne souhaitons pas sa mort, mais il est âgé de 80 ans et il y a la biorythmique. Et vivement que ce pays se remette au travail, qu'on redonne l'espoir à ces millions de Camerounais qui sont tétanisés par la misère. Notre pays, le Cameroun, nécessite un certain nombre de réformes. Ces réformes, il faudra les mener. L'ex-bras droit de M. Biya, Marafa, loin de jouer ici les avocats du diable, a esquissé quelques pistes. Le Cameroun fera forcément face à l'après pétrole. Et bien évidemment, il faudrait dire aux Camerounais qu'il est temps de songer à développer des industries hors pétrole qui permettront de faire face aux besoins des Camerounais. Le Cameroun a besoin de réformes politiques, économiques et sociales. M. Biya, qui au jour d'aujourd'hui se découvre une vocation de bâtisseur, M. Prang, il est comme un individu qui était dans un coma profond depuis 30 ans et soudainement, il se réveille et constate que son pays est dans une situation chaotique et tente de se débattre pour faire quelque chose, mais cela me surprend beaucoup. Donc vous ne croyez pas que tant que Paul Biya est là, le Cameroun pourrait décoller? Donc vous espérez juste le départ de Paul Biya pour que le Cameroun se mette en orbite? Malheureusement, c'est l'implacable constat qui est fait. Le Cameroun ne peut décoller avec un homme aussi arriéré, aussi attardé, aussi incompétent comme M. Biya. Il est temps M. Biya appartient à un autre temps, à une autre époque, comme l'a dit Marafa lui-même. M. Biya n'a aucune notion de ce qu'on appelle des projets structurants qui sortiront le Cameroun de l'ornière et qui seront dans le rang des pays émergents. Le Cameroun a à sa tête un homme archaïque et du passé qui ne comprend rien à sa gestion. Commissaire Zogo, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Merci à tous vos